mesdames, messieurs, chers collègues et chers participants. Donc, bonjour et bienvenue à cette conférence sur la régulation des algorithmes en matière bancaire et financière. Donc, je me présente, je suis Denisa Bonescorrado, maître de conférence à l'Université d'Orléans au sein du laboratoire d'économie d'Orléans. Et juste avant de déclarer ouverte ces sessions de présentation, que j'ai le plaisir de présider aujourd'hui. Permettez-moi de bien remercier aussi donc, les participants pour votre présence aujourd'hui, les représentants de Deloitte pour leur aide précieuse à l'organisation de cette conférence et bien évidemment nos intervenants donc, pour l'animation de cette journée interdisciplinaire qui s'annonce très riche en informations et en échange. Donc, nous avons le plaisir et le grand honneur d'accueillir dans cette session 4 présentations d'une vingtaine de minutes, donc animées par des illustres spécialistes du domaine de la régulation et des algorithmes. Et je vais laisser la parole pour la première présentation, pour la première intervention, donc au professeur Jacques Mestre, qui est doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences politiques Marseille et président de l'association des docteurs en droit. Donc, spécialiste de droit privé et sciences criminelles, il va nous offrir un regard juridique sur les algorithmes. Merci. Bon, merci infiniment de m'accueillir à Orléans. Je ne suis pas en France actuellement, je suis en Afrique, mais c'est vrai que les miracles de la technique me permettent de vous rejoindre et de vous dire quelques mots, quelques réflexions que m'inspire sous l'angle juridique, qui est le mien, les algorithmes. Je serai assez bref, je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais j'ai néanmoins approfondi au cours de ces derniers mois ce thème. Je pense que pour nous juristes, c'est un thème qui est très riche, et comme cela vient d'être dit, c'est un thème éminemment pluridisciplinaire. C'est la raison pour laquelle, naturellement, ce colloque organisé par l'Université d'Orléans me paraît particulièrement bienvenu. Alors, sous l'angle juridique, les algorithmes, je dirais, se sont d'une certaine façon révélés à la fin des années 2000 à travers les crises financières qui, pour nous juristes, ont révélé notamment la pratique du trading autre fréquente sur les marchés financiers et nous ont invités à approfondir finalement cette technique, cette méthode technologique qui se trouve au cœur de certaines décisions boursières, décisions financières, et qui ont tendance à se substituer, comme il a été dit à l'instant, aux décisions humaines. Ultérieurement, en 2014, dans son rapport annuel intitulé « Numérique et droits fondamentaux », le Conseil d'État a invité les juristes à réfléchir précisément à des principes juridiques qui pourraient encadrer le développement des algorithmes compte tenu de leur importance, compte tenu de leur rôle majeur dans toute une série de secteurs sociétaux et compte tenu du poids, de la puissance qui est aujourd'hui la leur. Mais pour l'instant, cet encadrement juridique reste assez limité, même si vous le savez, il y a des propositions de règlement européen qui maintenant commencent petit à petit à s'affirmer. Et tout récemment, c'était en 2020, une scientifique reconnue dans le domaine des algorithmes, Aurélie Jean, a publié un ouvrage qui est assez révélateur, dont l'intitulé tout particulièrement est révélateur, puisque l'intitulé est « Les algorithmes font-ils la loi ?» C'est d'une certaine façon une invitation pour les juristes à réfléchir à ces questions. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous présenter quelques observations liminaires, qui sont des observations assez générales, mais qui peuvent, je pense, éclairer une partie de nos débats. Alors, la question centrale, évidemment, que posent pour les juristes les algorithmes, c'est celle de savoir comment les accueillir, comment les recueillir, quelle place leur faire, et peut-on en particulier admettre sans limitation
le rôle qu'ils jouent aujourd'hui dans des domaines aussi divers que la vie financière, la vie boursière, la gestion de ressources humaines, le domaine médical, où les algorithmes évidemment jouent un rôle important dans l'établissement de certains diagnostics, les décisions d'investissement. Il vient d'être évoqué notamment le rôle que les algorithmes peuvent jouer lorsque des entreprises sollicitent un crédit bancaire, tout autant de rôles importants qui posent la question de savoir si les juristes peuvent admettre aisément ces algorithmes ou s'ils doivent réfléchir à une régulation d'une certaine façon protectrice des personnes qui pourraient apparaître vulnérables à cet égard. Je dirais d'emblée que la réaction du juriste face aux algorithmes doit être une réaction positive. Pourquoi positive? Parce que l'algorithme, incontestablement, se présente comme un process de nature scientifique, technologique, qui apporte un progrès, qui apporte de l'objectivité dans un certain nombre de choix. Et donc les juristes n'ont pas a priori de raison première de s'y opposer. Je dirais que les juristes ne sont pas des obscurantistes, ils acceptent le progrès technologique, ils le recueillent. Vous savez même qu'il y a des branches entières du droit, je pense au droit de la propriété intellectuelle, qui ont vocation à protéger les innovations technologiques. Et quand on voit par exemple la place aujourd'hui que dans le Code civil a pris la signature électronique, le rôle qui est le sien dans la vie pratique, dans la vie des entreprises, quand on voit l'accueil qui a été fait au contrat électronique, au site électronique, on constate que les juristes, contrairement parfois à l'idée d'être un peu conservateurs, un peu réticents au progrès, les juristes accueillent le progrès technologique avec, je dirais, générosité. Alors, vous savez qu'en matière environnementale, il y a ce que l'on appelle un principe de précaution qui invite néanmoins une certaine prudence face à des risques dont, pour l'instant, qui sont encore frappés par une certaine incertitude. Mais ce principe de précaution, il ne vaut qu'en matière environnementale, il a une valeur constitutionnelle, mais il n'y a pas de raison, j'allais dire, de le transposer systématiquement à tout domaine scientifique, et en particulier de le faire jouer à l'encontre des algorithmes. Donc, un principe, j'allais dire, d'accueil, qui est évidemment renforcé encore lorsque, comme en matière financière, les algorithmes peuvent avoir la vertu supplémentaire de prévenir ou de détecter les fraudes. On sait combien les banques les utilisent dans la prévention du terrorisme, dans la prévention de la lutte, de l'utilisation de la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, lorsque les algorithmes ont le mérite supplémentaire par rapport au choix décisionnel qu'ils opèrent déjà de lutter contre des fraudes, il n'y a pas de raison particulière de ne pas les admettre. Cela étant, accueil ne signifie pas nécessairement un blanc-seing et la prudence peut néanmoins, dans certains cas, s'avérer utile. Et immédiatement, à la fin de cette petite introduction, mais rassurez-vous, mon exposé ne dépassera pas les 20 minutes qui m'ont été imparties, je prendrai quand même un exemple pour montrer comment le droit doit, d'une certaine façon, concilier l'accueil et la vigilance. Cet exemple très concret est tiré d'un dossier sur lequel j'avais été, il y a pas mal d'années déjà, amené à travailler et que l'on a qualifié du dossier du couponnage électronique. De quoi s'agissait-il en l'occurrence? Il s'agissait d'une technique qui avait été mise en place par une entreprise et qui consistait, lorsque dans une grande surface, un client passait à la caisse en achetant un produit précis, de déclencher immédiatement en sa faveur un bon d'achat préférentiel pour un produit
concurrents. Je prends un exemple qui était d'ailleurs le point de départ du contentieux qui en a découlé. Une personne passe à la caisse d'une grande surface en ayant acheté un produit Orangina. Automatiquement, le système qui avait été mis en place et qui a utilisé la méthode électronique déclenchait en faveur de ce client un bon d'achat préférentiel pour un produit directement concurrent d'Orangina. Orangina s'est plaint de cette pratique technologique innovante qui pourtant avait l'avantage évidemment de séduire le consommateur, de se traduire pour lui par une possibilité ultérieure d'achat à moindre coût, et il a conduit un procès, non pas contre la grande surface, parce qu'il est toujours difficile de s'attaquer en justice à un réseau important de distribution, mais contre la société qui avait créé et utilisé cette méthode technologique innovante. Le tribunal de commerce de Marseille a donné satisfaction à Orangina, a considéré qu'on était en présence d'une méthode de concurrence déloyale. La Cour d'appel d'Aix avait réformé et avait au contraire considéré qu'on était en présence d'un progrès technologique innovant qui avait l'avantage en plus d'analyser en un trait de temps le comportement du consommateur et de déclencher en sa faveur un bon d'achat préférentiel. Mais finalement, la Cour de cassation, dans un arrêt très remarqué, avait considéré qu'il y avait bien ici un détournement de clientèle. Peu importait que le consommateur trouve son intérêt dans cette méthode technologique, au final, c'est un détournement de clientèle qui avait été retenu par la Cour de cassation, qui avait donc condamné la société en question. C'est un arrêt intéressant parce qu'il montre que face aux algorithmes, les juristes quand même doivent approfondir les choses. Ils ne peuvent pas s'en tenir à un accueil spontané au regard des avantages technologiques qui en découlent. Ils doivent essayer aussi de voir si l'utilisation des algorithmes et des méthodes qui les utilisent ne présente pas pour l'être humain, pour les concurrents, pour les consommateurs, pour les entreprises, des dangers potentiels. Alors, très rapidement, il me semble que, précisément, il y a 4 risques auxquels nous, juristes, nous avons quand même une vocation particulière à être attentifs. Je serai rapide sur chacun d'eux, mais je tiens néanmoins à les citer. Le premier risque, c'est le risque, je dirais, d'évincer de manière mécanique les vertus du hasard et au-delà de la liberté de choisir. Les vertus du hasard. Alors je ne vais naturellement pas faire un exposé sur les relations entre le droit et le hasard, mais contrairement à une idée que l'on pourrait se faire du droit, quelque chose d'organisé, de normatif, qui encadre, le droit est assez attentif et assez respectueux du hasard. Il y a toute une série de contrats qui ne sont précisément valables qu'à condition d'avoir un aléa. Le contrat d'assurance, le contrat de rente viagère, la tontine, qui est un mécanisme financier dont la validité précisément passe par l'existence d'un aléa. Évidemment, le jeu, le pari. Donc les juristes aiment bien, contrairement à une idée reçue, le hasard et lui trouvent un certain nombre de vertus. Prenez par exemple la législation sur les compétitions sportives. Elle a pour vocation, à bien des égards, à protéger ce que l'on appelle la glorieuse incertitude du sport. Si le législateur français, par exemple, en 2012, à travers la loi sur l'éthique du sport, a condamné la possibilité d'être propriétaire de plusieurs clubs sportifs en même temps, c'est précisément pour protéger la glorieuse incertitude du sport, c'est-à-dire pour assurer une certaine imprévisibilité,
une imprédictibilité qui, aux yeux des juristes, reste important. Prenez de la même manière la génétique. Si le droit, à l'heure actuelle encore, est assez réservé à l'égard de certains progrès génétiques ou de l'utilisation de certains progrès en matière génétique, c'est pour préserver aussi, je dirais, le salarié potentiel, l'assuré potentiel. Le droit n'est pas favorable au contrat d'assurance où le risque serait nul grâce au progrès génétique et qui permettrait de détecter les maladies potentielles futures d'un assuré. Le droit n'est pas favorable aux tests génétiques qui permettraient à un employeur de s'assurer l'embauche d'un salarié zéro défaut. Donc il y a une certaine protection du hasard, de l'aléa, de l'incertitude, de l'imprévisibilité, qui sont considérés dans certains domaines comme finalement essentiels, je dirais, aux choix humains et à une idée générale de liberté. Voilà, c'est un point sur lequel je pourrais éventuellement revenir, mais qui me paraît devoir quand même être considéré face à la puissance des méthodes algorithmiques. Deuxième risque, c'est, me semble-t-il, parfois de réduire la place du doute et au-delà des nuances. Là aussi, cette observation peut-être peut vous surprendre. C'est vrai que spontanément, on ne perçoit pas les juristes comme des fanatiques du doute. Et pourtant, il y a des domaines où la Cour de cassation, par exemple, a été amenée à considérer qu'avait commis une erreur, source de nullité du contrat, celui qui n'avait pas douté. La réalité, aux yeux du juriste, parfois, c'est d'avoir un doute. Je pense à ce domaine qui finalement est assez important de vente des objets d'art, où il y a toute une jurisprudence de la Cour de cassation qui a annulé des contrats de ce type au motif que le vendeur n'avait pas eu le doute sur l'authenticité de l'œuvre qu'il aurait dû avoir. Doute et nuance. C'est vrai que dans la méthode des algorithmes et plus généralement dans le système informatique, il y a nécessairement la prévalence d'un mécanisme binaire. Or, ce que l'on constate assez souvent en droit, c'est que souvent, la réalité des choses se situe aux intersections, aux interstices, dans des troisièmes dimensions, si j'ose dire. Vous savez ce qui se passe, par exemple, à l'heure actuelle, avec toute la discussion juridique sur le troisième genre, mais si vous prenez des questions plus techniques, dans le droit des biens, dans le droit des sûretés, à travers l'indivision, à travers le cautionnement réel, on s'aperçoit précisément que souvent, de plus en plus, le droit hésite à qualifier de manière frontale une institution, à la ranger dans une catégorie ou dans une autre, et le droit est amené finalement à dire que la réalité juridique des choses se trouve aux intersections. Il y a même toute une matière qui s'appelle le droit international privé, dont l'objet est de résoudre ce que l'on appelle les conflits de qualification et qui précisément illustre parfaitement cette idée qu'en droit, la méthode binaire, souvent, connaît ses limites. Troisième risque que j'évoque, c'est le risque d'une certaine indifférence aux comportements humains. C'est vrai que dans la méthode algorithmique, et plus généralement dans l'intelligence artificielle, il y a des mécanismes technologiques qui progressivement affinent la décision en se substituant à l'être humain, et les comportements peuvent passer à certains égards au second plan dans une méthode technologique qui privilégie l'objectivisme et qui défend une certaine idée d'objectivité. Alors, naturellement, je ne suis pas réticent à l'idée que ces méthodes apportent
Je prends par exemple le cas de la justice prédictive. Il est clair qu'il est intéressant pour un juge qui a tranché une affaire d'être informé par des méthodes technologiques de tout ce qui a pu être décidé jusqu'à présent dans des hypothèses similaires, dans des hypothèses comparables. Est-ce à dire que le juge doit faire abstraction du contexte très particulier qui aujourd'hui se présente à lui? Sûrement pas. Il est bon d'être informé, mais autre chose est d'être considéré comme lié par le précédent, c'est-à-dire par ce qui a pu être décidé dans des hypothèses similaires. Le droit français, y compris le droit des entreprises, est de plus en plus attentif au comportement, de plus en plus attentif à la bonne foi ou à la mauvaise foi d'un contractant, de plus en plus attentif à la loyauté ou à la déloyauté d'un dirigeant ou d'un actionnaire. Il est clair, à partir de là, que cela implique un examen très attentif de la situation particulière qui est soumise au juge ou à un arbitre. J'évoque l'arbitrage, c'est un domaine où j'interviens de temps à autre. Très souvent, les arbitres reçoivent de la part des parties qui les missionnent la qualité d'amiable compositeur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les entreprises qui leur font confiance souhaitent qu'ils utilisent l'équité dans le contexte particulier où ils vont devoir statuer. Ils n'ont pas le droit de s'affranchir de la règle de droit, mais ils ont vocation, lorsqu'ils sont amiables compositeurs, à corriger, par des considérations d'équité, ce que la règle de droit pourrait avoir de trop mécanique. Autrement dit, le droit invite de plus en plus à faire du sur-mesure. Et c'est vrai aussi du droit des sociétés. Quelle est aujourd'hui la forme sociétaire la plus utilisée en France? C'est de très loin la société par action simplifiée. Or, il n'y a pas plus sur-mesure que la SAS. Il n'y a pas plus adapté au cas d'espèce que les statuts d'une SAS où, par exemple, un actionnaire qui détient une toute petite minorité du capital va pouvoir statutairement se voir reconnaître un droit de veto susceptible de paralyser la décision souhaitée par les majoritaires. Donc, tout le droit des entreprises, tout le droit des contrats est de plus en plus tourné vers le sur-mesure, vers l'individualisation des cas. Et donc, il me semble que la méthode algorithmique, par son caractère un peu plus mécanique, partant de data qui sont des données collectives initiales, peut avoir, dans certains cas, l'inconvénient de gommer cet individualisme juridique et cet individualisme judiciaire. À tout le moins, il faut naturellement être attentif à ce risque. Le dernier risque par lequel j'en terminerai, c'est ce que j'appellerais le danger du cumul et au-delà, le risque d'un pouvoir mécaniquement mis en place sur les autres. On le voit très bien à travers la puissance qu'ont acquise aujourd'hui les plateformes numériques, qui utilisent évidemment énormément les algorithmes et qui le font de manière très intelligente, mais en même temps très subtile. On voit bien la puissance qui en découle et d'une certaine façon l'addiction qui peut parfois se créer à l'égard d'un consommateur, à l'égard d'un internaute, à l'égard d'un directeur des ressources humaines qui va trouver là les moyens d'objectiviser le choix des salariés, à l'égard d'une banque qui va trouver là le moyen de justifier les choix qu'elle fait vis-à-vis de l'entreprise qui sollicite des crédits. Il y a dans l'utilisation des algorithmes, me semble-t-il, le risque de mettre en place une puissance objective, technologique,
qui accrédite des choix, qui les fonde, qui les justifie objectivement et qui, d'une certaine façon, crée à terme une certaine dépendance chez les utilisateurs. Alors, là aussi, pour les juristes, c'est un risque à considérer, c'est un risque pour les concurrents, c'est un risque pour les contractants, c'est un risque évidemment pour les personnes vulnérables, d'où l'importance, me semble-t-il, pour les juristes, d'utiliser le droit de la concurrence, le droit de la responsabilité, le droit des données personnelles avec la RGPD, le droit des personnes vulnérables, par exemple le cas des enfants qui utilisent Internet. C'est une invitation pour nous juristes à être attentifs. C'est d'ailleurs une invitation auquel manifestement le législateur européen souhaite être sensible, puisque la proposition de règlement européen de 2021 quand même souhaite concilier précisément l'intelligence artificielle avec le respect des droits humains, le respect des droits fondamentaux. Donc je crois que là, il y a un axe auquel nous devons être attentifs. Je pense que cela peut aussi inviter à une certaine autorégulation. Tout à l'heure, dans l'exposé très intéressant que nous avons entendu, ce mot d'autorégulation a été évoqué. Je crois que c'est un mot fort. Il faut trouver tous ensemble, juristes, mais aussi naturellement scientifiques, économistes, sociologues, il faut trouver tous ensemble les moyens de réguler au mieux l'utilisation des algorithmes et au-delà de l'intelligence artificielle qui constitue naturellement un progrès, mais un progrès devant lequel il ne faut pas nécessairement s'incliner complètement. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. En tout cas, je voudrais vous redire tous mes remerciements de m'avoir invité, de m'avoir permis de réfléchir sur ce thème absolument passionnant et je vous souhaite naturellement un magnifique colloque.